Bonsoir à vous tous et puis bonsoir aux quelques personnes qui nous rejoignent ce soir. Nous sommes toujours dans l'exploration du système de Assagioli, la cartographie de l'esprit de Assagioli, ou une représentation des différents niveaux de notre psyché, de notre subjectivité, présentée par Roberto Assagioli. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la quatrième partie de ce cours. Pour rappel, le plan de notre cours, après une introduction, nous avons regardé comment est constitué ce que Roberto Assagioli appelle l'inconscient inférieur. Et nous avons vu les liens avec différentes approches, comme l'approche freudienne, les approches chamaniques, les approches, on pourrait dire, les approches moyenâgeuses qui travaillaient avec cet ensemble d'éléments psychologiques que Roberto Assagioli appelle l'inconscient inférieur. Dans un second cours, nous avons vu l'inconscient collectif et l'inconscient moyen. Comment l'inconscient collectif montre des structures psychiques, des tendances psychiques naturelles et inhérentes à tous les êtres humains, et comment, dans cet inconscient collectif, il y a un inconscient moyen qui pourrait correspondre à toute la partie procédurale de la psyché humaine. Ce qui nous amène aujourd'hui à aller regarder un peu plus en détail l'inconscient supérieur ou supraconscient. Et comme je vous l'avais proposé, on va passer 2 cours sur ce sujet, car le supraconscient, c'est vraiment l'apport de Assagioli à la psychologie occidentale. C'est un apport majeur, c'est un peu la clé de voûte de son travail, le supraconscient. Donc, on va prendre 2 heures pour regarder ce sujet. Première partie aujourd'hui en 5 points. Déjà, regarder comment fonctionne ce supraconscient avec le reste de la psychodynamique de Assagioli. Regarder quelles sont les sources de Assagioli et comment il a mis en place un processus de recherche sur ce sujet. Donc, sujet qui n'est donc pas une spéculation de sa part, mais le fruit d'une recherche. En 3e partie, on va regarder quels sont les aspects du supraconscient, quelles sont les caractéristiques et comment on peut y accéder. Autrement dit, dans cette 3e partie, je vais vous demander un petit peu de patience pour les 2 premières parties. Dans cette 3e partie, on va vraiment regarder, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Dans une 4e partie, et là ça va devenir assez rigolo, enfin, on verra si on a le même humour ou pas, on va voir que c'est pas spécialement une partie de plaisir d'aller dans ces choses, qu'on pourrait dire lumineuses, pas toujours en tout cas. Et puis dans une dernière partie, on regardera quelles sont les modalités d'accès, les modalités d'exploration du supraconscient et comment on peut faire un accompagnement de ces types d'expériences, des expériences que l'on fait quand nous sommes en contact avec ces éléments psychologiques. Dans une première partie donc, le supraconscient placé dans la psychodynamique de Roberto Assagioli. Pour rappel, nous travaillons depuis le début sur ce schéma. Cette œuvre qui représente bien les différents niveaux de notre psyché, de notre personnalité, de notre esprit, de notre subjectivité. En bas, dans la zone rouge, un inconscient dit inférieur. Dans la zone jaune, l'inconscient moyen. Et dans la zone bleue, l'inconscient supérieur que nous allons regarder aujourd'hui. Tous ces éléments psychologiques catégorisés dans différentes familles d'éléments, tout étant prise dans la structure de l'inconscient collectif comme nous l'avions montré la semaine dernière. Alors, regardons déjà une définition résumée de ce qu'est pour Roberto Assagioli l'inconscient supérieur ou supraconscient, et c'est d'ailleurs le terme supraconscient que je vous propose d'utiliser aujourd'hui. Dans l'article Psychologie dynamique et psychosynthèse, Roberto Assagioli nous en donne une définition résumée. Inconscient supérieur ou supraconscient, c'est de là que nous parviennent les intuitions et les inspirations d'ordre supérieur dans les domaines de l'art, de la philosophie, de la science. C'est de là que nous parviennent les impératifs d'ordre éthique et les élans altruistes. C'est la source du génie, des états d'illumination, de contemplation et d'extase. C'est dans cette zone que résident, à l'état latent et potentiel, les énergies supérieures de l'esprit, les facultés et les pouvoirs supranormaux d'un genre élevé. Définition donnée en 1931. Alors, quelques précisions sur le vocabulaire, et pour ceux qui suivent ce cours, c'est peut-être un rappel. Pour ceux qui le prennent en cours, une petite précision. Les termes conscient, inconscient et supraconscient sont à la base des adjectifs. Pour différentes raisons, on les réifie et on en fait quelque chose qu'on peut appeler
l'inconscient, le supraconscient, mais ce sont fondamentalement des adjectifs, et Assagioli précise, ce sont des adjectifs qui qualifient les conditions temporaires d'un fait psychique. Prenons un exemple simple. Peut-être que, pour l'instant, le souffle du vidéoprojecteur vous était inconscient, c'est ce qui le qualifiait, le fait qu'il était non conscient, et maintenant que je l'ai ratifié, peut-être qu'il est temporairement devenu conscient. De la même façon, certains éléments, et nous allons le voir, certains éléments peuvent être supraconscients, ou autrement dit dans l'inconscient supérieur, et venir dans le champ de conscience, donc devenir pour le sujet des éléments conscients. Clair ? Super. Nous sommes dans l'idée d'une psychodynamique, nous sommes dans l'idée d'un système en transformation, d'un système en mouvement, et Assagioli nous dit, il n'utilise pas le mot système, et Assagioli précise, il y a un échange continuel entre conscient et inconscient. Et ce qu'on va dire aujourd'hui comme étant supraconscient, on pourrait dire, ce sont des éléments inconscients supérieurs. Quelques précisions de vocabulaire, parce qu'aujourd'hui on va utiliser deux mots. On va utiliser le mot transpersonnel et on va utiliser le mot spirituel. Alors, définition de ces mots dans le contexte où ils vont être utilisés aujourd'hui, pour qu'on ne parte pas trop dans des quiproquos. Et ce sont bien sûr les définitions proposées par Assagioli. Transpersonnel au sens de au-delà de l'expérience commune des apparences. Alors ça, je vous laisse interpréter. Il ne s'agit pas, je cite toujours Assagioli, il ne s'agit pas d'un don réservé, mais il s'agit de qualités qui sont naturelles, qui sont cachées et que l'on peut développer. Définition pour Assagioli du terme spirituel. Assagioli se réfère ici à des capacités et à des qualités naturelles, développées par exemple et décrites dans les voies religieuses, dans les voies mystiques, dans les voies philosophiques, dans les voies artistiques, dans les voies scientifiques. Alors, la proposition pour aujourd'hui, pour qu'on soit bien dans le même cadre, qu'on attribue à peu près le même sens à ces mots-là, nous ne parlons pas du terme spirituel dans sa définition dite New Age, où on pourrait parler d'âme, d'entité, de magnétisme, d'aura, de vibration, etc. Et il ne s'agit pas ici ce soir de cette définition du mot spirituel. Il ne s'agit pas non plus de la définition du terme transpersonnel au sens au-delà de la personne ou qui traverse toutes les personnes. Et il ne s'agit pas non plus ici de parler du terme chamanique, et nous l'avons vu dans les cours précédents. Nous pourrions dire que les techniques chamaniques sont des moyens d'exploration tant de l'inconscient inférieur et de l'inconscient moyen que de l'inconscient supérieur. Maintenant qu'on a à peu près le cadre, Assagioli nous propose qu'il y a deux modes d'accès aux éléments psychologiques supraconscients. On peut le formuler autrement. Assagioli nous propose qu'il y a deux modes d'accès pour que les éléments qui sont dans l'inconscient supérieur, dans le supraconscient, se mettent en lien avec le champ de conscience. Et s'ils se mettent en lien avec le champ de conscience, je peux dire que j'en suis conscient. Deux modes d'accès, un mode descendant où des éléments qui sont dans le supraconscient font une irruption dans le champ de conscience. Et on le verra tout à l'heure, ce sont des irruptions soudaines. Un deuxième mode d'accès au supraconscient, c'est quand le champ de conscience est je qui fait expérience de ces éléments psychologiques, quand le champ de conscience est je s'élève en direction du supraconscient. Et nous le verrons tout à l'heure, c'est un chemin long et progressif. Alors, dans ses écrits, Assagioli dit c'est quand même une des clés de l'expérience humaine, le supraconscient. On pourrait imaginer, s'il a fait sa cartographie en 3 zones, c'est peut-être qu'il considère que c'est au moins un tiers de l'expérience humaine, c'est quand même pas rien, et il se questionne comment on a pu passer à côté de ce truc. Et c'est un questionnement qu'il propose dans ses écrits dans les années 1910-1930. Pour rappel, le cœur de ses recherches et de ses théories sont stables en 1930. Donc, c'est un ensemble de questions qu'il se pose. Comment ça se fait qu'on n'entend pas plus parler de ces éléments psychologiques supraconscients ? Eh bien, 3 raisons à ça. D'une part, de la part des individus, une éventuelle peur de la confrontation, une peur de l'inconnu et voire une peur de la folie. En effet, une peur de la confrontation parce que l'introspection, ça commence
pas toujours par des éléments supraconscients, comme nous allons le voir tout à l'heure, qui sont temporairement assez agréables. L'introspection, ça peut commencer par des choses confrontantes, par des choses difficiles, et peut-être qu'il y a, de la part des êtres humains, une certaine peur de se confronter. D'autre part, une peur de l'inconnu, pourquoi pas? C'est une hypothèse d'Assagioli. Il est vrai que souvent, il nous est plus habituel de rester dans ce qui nous est confortable que dans ce que nous ne connaissons pas encore. Une peur de la folie, et c'est peut-être un élément un peu plus juste. Eh bien, nous verrons tout à l'heure pourquoi les découvertes du supraconscient peuvent être éventuellement réfrénées par une peur de devenir fou. Une deuxième raison, au manque de connaissance du supraconscient, et Assagioli propose en 1931 le fait que l'être humain se détourne de son monde intérieur, que l'être humain se tourne, du moins en 1931, et je vous laisse voir si ça fait encore sens pour vous en 2016, que l'être humain se tourne de plus en plus vers le monde extérieur, vers le monde sensible, vers ses perceptions, et de plus en plus vers la matérialité, ou nous pourrions dire vers les distractions, et de moins en moins vers l'introspection. Et peut-être que ce détournement de l'introspection fait que, en effet, les éléments psychologiques qui nous sont cachés ou dont l'accès est temporairement voilé, eh bien, restent dans ce domaine et ne nous sont pas accessibles. Troisième hypothèse, et pas des moindres, le fait qu'on n'est pas passé à côté du supraconscient, que tout le monde en parle depuis des centaines et des milliers d'années, mais que ceux qui en parlent de manière cryptée, avec des symboles, avec des métaphores et avec des systèmes philosophiques, par exemple des systèmes philosophiques de nature religieuse. Pourquoi? Parce que c'est très complexe d'en parler autrement. Et que si on n'a pas le décodeur pour comprendre ce qu'on nous raconte, eh bien, peut-être qu'on passe à côté du sens du texte qui est sous nos yeux. Alors, pour ceux qui étaient l'année dernière, Patrick Burenstenas a passé 2 heures à nous expliquer un peu ces choses-là. Mais il semblerait que nous n'ayons pas tous compris la même chose. Et cette question de décryptage, cette question d'herméneutique, comment est-ce que je peux comprendre un texte qui m'est donné notamment dans ces questions-là? Eh bien, ça fera en partie l'objet du prochain cours et ça fera l'objet du module sur l'imaginal que nous allons faire ensemble en janvier et en février. Quatrième raison pour laquelle nous pourrions avoir un manque de données, un manque de connaissances sur le supraconscient, et cette quatrième raison va nous rapprocher de ce que nous connaissons aujourd'hui. Assagioli dit en 1973, il y a 40 ans, Assagioli nous dit il y a un problème avec cette science jeune que nous appelons la psychologie. Il y a un double problème. Le problème, c'est qu'elle a un préjugé matérialiste. Et Assagioli dit ce n'est pas scientifique de partir sur un préjugé matérialiste, c'est un pari philosophique. Et deuxième problème, la méthodologie de la psychologie, du moins en 1973, est une méthodologie héritée de la biologie. Et Assagioli met en question qu'il y aurait peut-être besoin de réviser et de développer des méthodologies spécifiques pour explorer la psyché humaine. 4 raisons pour lesquelles nous pourrions avoir l'impression que nous ne sommes pas en contact et que cette idée de supraconscient nous est un peu inconnue. La peur de la confrontation, le détournement de l'introspection, le fait que les expériences sont décrites mais de manière cryptique, et un besoin de révision des méthodologies en psychologie pour pouvoir accéder à ces connaissances-là. Ce qui nous amène à une deuxième partie. Quelles sont les sources d'Assagioli? Où est-il allé chercher cette connaissance pour en faire une théorie? Et comment il est passé d'une théorie à une démarche complète de recherche? Pour rappel, Assagioli était médecin, psychiatre, psychothérapeute, psychologue, peut-être. Mais il avait avant tout une démarche de chercheur. Il était très rationnel, il était très cartésien. Et ça lui a donné envie de se dire, s'il y a tout ça, eh bien, faisons quelque chose pour le montrer. Ce qui nous amène à la façon dont Assagioli a mis en place une recherche scientifique pour aborder le supraconscient. Assagioli nous propose que, pour parler de tout cela et en dire quelque chose de valide, il y a besoin d'une science. Et cette science, c'est une recherche intérieure, ça pourrait être une science de la réalisation du soi. Assagioli nous propose de faire une démarche scientifique ouverte, au sens ouverte d'esprit, mais scientifique, c'est-à-dire avec des hypothèses et des moyens de recherche.
Et dans quelques instants, on va regarder quel ensemble de méthodologies il a proposé. Il y a une intention pour Assagioli, il y a quelques intentions, et je cite ici ses propos. Contre l'exclusion du spirituel hors du champ de la psychologie. C'est une phrase un peu tordue. Le spirituel a été exclu du champ de la psychologie, et Assagioli nous dit « Je suis contre cette exclusion ». Deuxième intention, libérer le spirituel, et je vous renvoie à nouveau à la définition que nous avons donnée de ce mot, libérer le spirituel de ses enclos qui sont actuellement les religions, les philosophies et les idéologies occultes diverses. En l'occurrence, Assagioli, il a été en lien avec Ouspensky, il a été en lien avec Blavatsky, il en a vu diverses, en effet, idéologies occultes. Et il propose d'amener le spirituel, ce qu'il appelle le spirituel, dans une démarche de recherche et de le sortir de ces différents carcans. Ok, jusqu'ici. Et ceci nous amène à une méthodologie, puisque c'est bien de dire on a besoin d'une démarche scientifique, mais c'est mieux de la mettre en place. Alors, il propose une démarche scientifique en plusieurs points, et je pense que ça pourra vous rappeler différentes choses que nous avons vues ensemble l'année dernière. Tout d'abord, travailler avec la phénoménologie, c'est-à-dire prendre des analyses d'expériences, de faits, prendre des descriptions d'expériences du supraconscient. On rappelle phénoménologie au sens de l'expérience vécue directe que nous pouvons faire de ce domaine. Toujours dans le volet phénoménologique, aller chercher des biographies, aller chercher des autobiographies de toute époque et de toute culture pour voir s'il y a des déterminants communs. Deuxième méthodologie, c'est la question de psychodynamique, c'est-à-dire de rechercher dans les dynamiques de la subjectivité, eh bien, quelles sont les modalités d'accès au supraconscient. Troisième partie, c'est une partie pratique. Par quelle technique concrète, pratique, on peut accéder à ces différents éléments psychologiques. Quatrième partie, c'est la question des effets. Comment est-ce qu'on peut qualifier et quantifier les effets de ces expériences? Eh bien, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui en psychologie, notamment en psychologie clinique, où on travaille avec des questionnaires, des entretiens pour analyser, pour évaluer les différentes expériences, pour pouvoir les catégoriser et en dire quelque chose. Cinquième partie de sa méthodologie, et je pense que vous verrez pourquoi un peu plus à la fin de ce cours, faire de la prévention pour prévenir des dangers. Et en effet, pouvoir séparer les dangers des effets positifs des expériences d'éléments supraconscients. Et enfin, déterminer les meilleurs moyens, on pourrait appeler cette dernière partie, quelle est l'efficacité, quel est l'enjeu, la perspective d'application et l'efficacité, déterminer les meilleurs moyens de processus d'accès à ces éléments psychologiques en respect des spécificités des différents individus. Alors, quelques influences et sources de Roberto Assagioli, et je vous renvoie à ce qu'on avait vu dans le premier cours, donc je vais vous dire ça vraiment brièvement. Quelques influences et quelques endroits où il est allé chercher des phénoménologies pour les comparer, eh bien, dans la psychologie de la religion, dans les recherches initiales sur le supraconscient, dans la recherche en parapsychologie, dans la psychologie orientale, dans la psychologie transpersonnelle, et dans différentes, ce qu'il appelle les techniques actives, comme celle de De Swal ou de Schultz. Quelques pionniers et quelques contemporains de Roberto Assagioli sur la question de recherche sur le supraconscient dans la psychologie occidentale, eh bien, en premier lieu William James, dans son ouvrage La diversité des expériences religieuses, et puis nous pourrions citer après Buck, Underhill, Winslow Hall, Ouspensky qui a beaucoup œuvré à ramener et à repenser le système de Gurdjieff. Et puis bien sûr Jung, dont nous avons parlé dans les 2 derniers cours, Robert de Swal, dont nous reparlerons dans le prochain module de cours, et le travail de Abraham Maslow, et nous allons voir aujourd'hui le travail de Abraham Maslow, comment c'est en français, évidemment je l'ai mis en anglais ici, vers une psychologie de l'être, merci, dans lequel Maslow décrit les fameuses peak experiences, expériences paroxystiques. D'autres apports qui ne sont pas cités par Roberto Assagioli, du moins que je n'ai pas retrouvé dans ces différentes bibliographies, mais que nous pourrions citer de son époque, le travail de Henri Bergson, le travail de Aldous Huxley, notamment dans l'ouvrage La philosophie éternelle, le travail de Mircea Eliade, qui est un travail de mythologie et d'anthropologie comparée,
Et puis, ce qui est postérieur à Roberto Assagioli, bien sûr le travail de Stanislas Grof dont nous avons parlé l'année dernière et dont nous allons reparler aujourd'hui, le travail de Charles Tart sur les... pour rappel, Charles Tart, c'est lui qui a proposé le terme état altéré de conscience pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ces états différents que nous pouvons traverser. Le travail de Winkelmann sur le chamanisme, le travail de Wolinski et des post-ericksoniens, le travail de Rick Strassman sur la phénoménologie des expériences dites de DMT, les expériences avec les diméthyltryptanines, le travail de Stephen Schwartz sur l'intuition et le remote viewing, et puis de manière vraiment encore plus récente, ce sont des travaux qui ont été publiés dans les dernières années, le travail en neurosciences de Mario Beauregard sur les capacités peu ordinaires de la conscience, le travail d'Olivier Chambon que nous avons reçu l'année dernière sur le lien entre psychothérapie et chamanisme, et le travail de Dean Radin dont le dernier ouvrage s'appelle Super pouvoir, science et yoga, des ouvrages qui ont été publiés dans les 2 ou 3 dernières années et qui continuent actuellement le travail de Roberto Assagioli sur une envie de recherche scientifique sur ces éléments que nous pouvons appeler éléments psychologiques supraconscients. Ça va jusqu'ici? Donc, si j'ai construit mon cours à peu près comme je l'avais en tête, on a vu comment ça se place dans son système, on voit aussi d'où ça vient, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Ça vous fait cette sensation-là? Donc merci pour la patience, pour cette introduction. Ça me semblait important de donner le contexte général, notamment le contexte scientifique, avant de vous raconter la suite. Parce que la suite, je pense que c'est une histoire que vous connaissez, mais il n'y a pas beaucoup de gens, à part Assagioli et les différentes personnes que je viens de vous citer, qui se sont cassés la tête pour mettre ça dans quelque chose de concret, de cohérent, dont on puisse faire autre chose que de la spéculation. Patience. Et tout cela nous amène donc à notre troisième partie. Qu'est-ce donc que le supraconscient? Que sont ces éléments psychologiques supraconscients? Et nous allons prendre un peu de temps pour regarder les différentes caractéristiques, les différents aspects du supraconscient et ces 2 modes d'accès. Sur la base de sa méthodologie et de 60 années de recherche, ce qui n'est quand même pas rien, Assagioli propose de catégoriser la phénoménologie du supraconscient, donc des expériences que nous pouvons faire du supraconscient. Il propose de la catégoriser en 13 caractéristiques. Alors, je vous ai mis une brève description à côté des 13 éléments. Je ne pense pas que je vais vous la lire là, ce soir. 13 caractéristiques. La sensation de profondeur, la sensation d'intériorisation, la sensation d'élévation et d'ascension, la sensation de cheminement, d'être en chemin, la sensation d'être en expansion ou en élargissement, la sensation d'être dans un développement, d'être dans une activation, d'être dans une évolution, la sensation de recevoir le don d'une puissance, la sensation d'un éveil au sens la sensation de sortir d'un brouillard ou qu'un voile est levé. Une sensation d'illumination, sensation de joie et d'allégresse, sensation de renouveau ou de régénération, sensation de résurrection au sens, l'impression de ressurgir dans un état qui avait été perdu ou oublié, et la sensation de libération intérieure. Je vais vous lire une partie du descriptif. Je ne vais pas faire correspondre à chaque fois, ce n'est pas très important. Et d'ailleurs, Assagioli dit, ces éléments ne sont pas séparés les uns des autres. Mais la phénoménologie montre qu'on peut les catégoriser de manière très claire. Les expériences d'entrée du champ de conscience dans le supraconscient ou de descente d'éléments du supraconscient dans le champ de conscience peuvent être catégorisées de ces 13 façons. Alors, ça mène à des expériences, par exemple, de sentir qu'on est pris dans une voie que l'on doit suivre.
sentir qu'il y a un très fort dynamisme et de l'énergie, mais avec une grande plénitude. Sensation que l'univers perceptible est rempli d'une beauté et d'une clarté, d'une immense beauté. Sensation d'être dans une joie qui nous emmène dans la béatitude, indépendamment des circonstances extérieures. Sensation de renaître dans une nouvelle identité libre des préoccupations et des difficultés, sensation d'épanouissement, sensation que les obstacles sont éliminés. Encore une ou deux. Oh, peut-être une dernière. La sensation d'un gigantesque soulagement. Alors, on a une correspondance à ces 13 éléments dans le travail de Abraham Maslow. L'année dernière, je vous avais présenté la liste des 19 aspects phénoménologiques des Peak Experiences. Si vous voulez la regarder, je vous renvoie à ce travail ou tout simplement à son ouvrage. Abraham Maslow propose en parallèle à ces 19 types d'expériences paroxystiques, il propose le fait que ce fameux épanouissement qui apparaît d'après lui, quand les différentes strates de besoins sont satisfaits, correspondent également à 14 valeurs qui se mettent en place dans la personnalité. Et Roberto Assagioli condense ces 14 valeurs dans le texte que je vous cite. Les 14 valeurs E, décrites par Abraham Maslow, c'est le terme que Maslow y a donné, sont les suivantes. Un sentiment de plénitude, d'intégration, un sentiment de totalité, un sentiment de perfection, de complétude, de vitalité, un sentiment d'intensité de la vie, un sentiment de richesse et en même temps de simplicité. Pas, richesse au sens être riche de quelque chose, et pas richesse financière. C'est un sentiment de beauté, une conscience de la bonté, une absence d'effort, une spontanéité, une joie, une gaieté et de l'humour. C'est un sens de la vérité, de la réalité de ce qui est vécu, c'est-à-dire un sentiment que l'expérience révèle quelque chose de vrai, de plus vrai que ce qu'on peut connaître dans la conscience ordinaire. Et enfin, c'est un sentiment d'indépendance, de liberté intérieure, de n'avoir nul besoin de s'appuyer sur quelque chose. C'est une autonomie, une autosuffisance, mais une autosuffisance comprise dans un sens spirituel et élevé. Voilà la synthèse des valeurs décrites par Maslow, et on voit une correspondance évidente avec les 13 caractéristiques que Roberto Assagioli avait relevées dans son travail en parallèle du travail de Maslow. Il est évident que quand ils se sont rencontrés, ils ont eu beaucoup de choses à échanger, et ça doit être rassurant quand on est un peu enfermé dans son travail de se rendre compte que quelqu'un à l'autre bout de la planète a fait les mêmes recherches et en est arrivé aux mêmes conclusions. Alors je vous ai mis les 14 valeurs décrites par Maslow dans la traduction française que vous pouvez trouver dans l'ouvrage vers une psychologie de l'être. Merci. Je vous ai mis les termes en français dans la traduction 1968, et Maslow l'avait dit dès le début, si on met qu'un seul mot, ça va faire des quiproquos. Alors, lui, il propose un mot pour chacune de ces valeurs, avec une petite description derrière, et je vous ai mis une copie ici de la traduction de ce travail. Je vous invite d'ailleurs, si vous le regardez, à faire attention, parce qu'avec les mots français, nous sommes déjà 50 ans plus tard. De mes recherches, le sens des mots a déjà évolué. Alors nous pouvons voir aussi une correspondance entre ces caractéristiques de l'expérience d'éléments supraconscients. Nous pouvons voir une correspondance avec le yoga. Voilà. Et je vous avais proposé la semaine dernière que les éléments de l'inconscient inférieur et les éléments de l'inconscient moyen pourraient correspondre à différents chakras. Chakras du point de vue de la psychologie du yoga que nous avons présenté l'année dernière. Et mes recherches montreraient plutôt que l'expérience du supraconscient n'est pas corrélée à des chakras particuliers, mais est corrélée au mode d'activité de ces différents chakras. Et pour rappel, l'année dernière, nous avions montré que la psychologie du yoga propose 7 chakras psychospatialisés en lien avec la colonne vertébrale,
Et que ces différents chakras ou types d'activités cognitives ont plusieurs modes d'activité. Un mode que nous avions nommé tamasique qui a tendance à créer des difficultés et des tourments. Un mode d'activité que nous avions nommé rajasique qui a tendance à créer une forte activité mais souvent auto-centrée. Et un dernier mode d'activité que nous avions nommé sattvique qui a pour caractéristique de créer un profond bien-être en soi et chez les autres. Et mes recherches montrent que les expériences du supraconscient, et nous allons les décrire un peu plus dans quelques instants, semblent plutôt corrélées à l'activité sattvique, donc activité qui développe du bien-être en soi et qui diffuse du bien-être vers les autres de manière spontanée et naturelle. Cette activité sattvique dans les différentes capacités cognitives corrélées aux différents chakras dans la psychologie du yoga. Est-ce que ce propos était clair? Oui? Ok. 3 moyens d'accès dans le yoga traditionnel. 3 moyens d'accès pour accéder à l'état sattvique des différents chakras. Et si la correspondance que j'ai relevée est exacte, eh bien nous pourrions dire qu'il s'agit de 3 moyens d'accès pour ce que Roberto Assagioli appelle l'expérience des éléments supraconscients. Ces 3 moyens d'accès dans le yoga traditionnel sont Jnana Yoga, la voie de la connaissance, de la compréhension et de la sagesse. Bhakti Yoga, la voie dévotionnelle, que nous retrouvons aussi par exemple dans la tradition occidentale chrétienne. Et Karma Yoga, la voie du service altruiste. Différentes voies qui vont avoir pour effet, et je crois que Lama Phuntsho avait pris le temps d'expliquer cette subtilité l'année dernière dans la fin de son cours. 3 types de voies qui vont avoir pour effet de prendre le fruit, c'est-à-dire prendre le résultat de l'expérience comme chemin pour cheminer dans la direction du supraconscient. Par exemple, si ces états amènent de manière naturelle et spontanée à avoir une activité altruiste dédiée aux autres, eh bien, le yoga propose que se mettre à faire une activité altruiste et dédiée aux autres peut être un moyen d'entraîner l'esprit à se mettre dans ce mode d'activité. Je vous rappelle ce que nous avions dit l'année dernière, un parallèle évident entre les méthodes de Roberto Assagioli et les méthodes de Milton Erickson sur la notion d'entraîner les automatismes, d'entraîner la volonté jusqu'à ce que les différents niveaux inconscients en fassent des automatismes. Voilà quelques correspondances que nous pouvons voir avec le yoga. Ce qui nous amène à regarder les 2 modes d'accès que nous propose Roberto Assagioli, 2 modes d'accès pour que le champ de conscience, les éléments psychologiques dont nous avons conscience, dont nous faisons expérience, se mettent en lien avec le niveau dit supraconscient. 2 modes d'accès, nous les avons décrits tout à l'heure. Un mode d'accès descendant, c'est-à-dire des éléments psychologiques supraconscients qui font une irruption dans le champ de conscience. Un mode d'accès ascendant où tout le champ de conscience et le je qui s'y identifie vont s'élever en direction des niveaux supraconscients. Alors Assagioli nous propose 7 aspects du mode descendant. Et le mode descendant pour Roberto Assagioli, le mode descendant d'éléments du supraconscient dans le champ de conscience est pour Roberto Assagioli une expérience naturelle, expérience que tout individu fait dans sa vie normale et habituelle. Alors on va voir si vous vous reconnaissez dans ces différentes descriptions. La caractéristique clé, la caractéristique principale du mode descendant, c'est le fait que c'est une irruption soudaine et subite dans le champ de conscience. D'un seul coup, ceci arrive. Alors, voyons quel est ce ceci. Des intuitions. Et Assagioli décrit, l'intuition est une fonction cognitive indépendante et autonome. Et on y reviendra un peu plus tard. On pourrait dire, et ne sais pas qu'on pourrait dire, Assagioli précise, il s'agit de perception et de connaissance immédiate d'un objet. Alors,
perception et connaissance immédiate d'un objet, eh bien, il y a d'abord tout le monde sensible, le fait de connaître cette table, par exemple, par le contact physique avec cet élément en bois. Eh bien, jusqu'ici, rien de bien nouveau, c'est ce que nous appellerions tout simplement des perceptions sensorielles. Mais Assagioli propose de la même façon, et il n'est pas le seul, hein, avant lui il y a Platon, Spinoza, Jung, Bergson, enfin il y a pas mal de gens qui ont réfléchi à ces questions-là. Assagioli nous propose qu'il y a aussi des intuitions d'idées, c'est-à-dire des connaissances immédiates et complètes d'un objet psychique, l'intuition d'une idée. Alors, ce n'est qu'un mode de connaissance, ça ne veut pas dire que l'intuition est juste. Hein. On est juste en train d'observer qu'elle est là. Tout comme je peux faire un raisonnement mathématique faux, j'ai quand même fait une déduction mathématique. Ce n'est pas pour autant qu'elle est vraie. De la même façon, il peut y avoir des irruptions d'intuition. Peut-être que parfois elles sont vraies, et ça, il va falloir essayer de regarder un petit peu comment ça peut fonctionner, parce que dans notre civilisation, ça ne nous est pas très intuitif, c'est le cas de le dire. Autant il peut y avoir des intuitions qui sont erronées, il ne s'agit que d'un mode de connaissance. Et puis Assagioli propose, et c'est une des clés de son travail, qu'il y a aussi des intuitions de nature esthétique. C'est par exemple une profonde intuition artistique. Et on reparlera de ça la semaine prochaine. Des intuitions d'ordre esthétique, des intuitions religieuses, des intuitions mystiques, des intuitions scientifiques, des intuitions mathématiques. Et la littérature, les biographies scientifiques sont remplies de ces histoires-là. Le moment où des découvreurs majeurs disent avoir un éclair de compréhension et de génie. Non. Bon. Ces intuitions peuvent être perçues sous deux modes. Assagioli propose le premier mode d'intuition comme l'impression d'avoir un œil intérieur qui se met à voir ce qui était caché. Et l'autre métaphore proposée à Assagioli, c'est la notion de l'éclair, comme être dans une nuit noire et que d'un seul coup, un éclair s'allume. La caractéristique de l'éclair, c'est qu'il s'éteint aussitôt. Mais on sait qu'on a vu quelque chose. Donc, premier aspect du mode descendant chez Assagioli, des intuitions. Deuxième aspect du mode descendant, des imaginations, ou nous pourrions dire de l'imagination. Et Assagioli décrit qu'il s'agit de mise en image et de mise en symbole d'éléments du supraconscient. Le symbole permet de crypter et de décrypter ce qui fondamentalement n'est pas de la nature du monde sensible. Ces éléments qui sont dans le supraconscient, tout comme il y a des éléments dans notre inconscient inférieur chez Assagioli, eh bien, ces éléments ne sont pas de nature sensible, ils ne sont pas de nature de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut entendre, de ce que l'on peut goûter, sentir ou toucher. Et Assagioli propose qu'un des aspects du mode descendant, c'est une mise en symbole, une mise en image, une mise en imagination qui permet de rendre accessible au moi conscient des éléments du supraconscient. Ici, Assagioli voit et propose qu'il y a trois types d'imagination différentes. Une imagination reproductive, eh bien, ce sont nos remémorations. Par exemple, vous pouvez vous imaginer la porte d'entrée de cette salle. Une imagination vécue comme véhicule de l'intuition sous forme d'image. Et une imagination dite créative, nous pourrions dire une imagination agente exprimée en imaginal. Et je m'excuse si cette phrase est un peu compliquée. C'est ce que nous prendrons le temps de voir dans le prochain module de cours sur l'imaginal. L'idée d'imagination créative et d'imagination agente, nous pourrions dire d'imagination qui est dotée d'une capacité d'action à travers nous. Les deux premiers aspects du mode descendant d'éléments psychologiques du supraconscient dans le champ de conscience chez Assagioli, des intuitions et des imaginations. Troisième aspect de ce mode descendant, des illuminations. Et Assagioli nous dit, c'est une expérience un peu comme l'intuition, mais c'est plus long. L'intuition, c'est comme un éclair. Et c'est passé, je sais que c'est passé. Et j'ai vu, par exemple, un éclair la nuit dans un paysage, j'ai vu tout ce paysage. Et je sais, je connais, j'en ai conscience. L'illumination, ce n'est pas comme un éclair qui s'allume. Ce serait plutôt comme un éclair qui surgit et qui tient, ce qui peut faire une impression assez étrange en plein milieu de la nuit. Bon. Alors, on peut décrire ce qu'il appelle des illuminations. C'est, je cite Assagioli ici, on peut le décrire de trois façons. La vision
de la nature essentielle des choses. La vision, je vous rappelle que c'est soudain et subit, la vision soudaine et subite de l'unité synthétique de la réalité. C'est une expérience de type « Oh, ça y est, je comprends, tout est dans tout et tout est la même chose que tout ». Et celui qui n'est pas dans l'expérience, en général, fait « Certes, où veux-tu en venir ?» Vision de l'unité synthétique de la réalité. Alors, évidemment, quand on fait cette expérience, c'est extrêmement... Trois petits points. Deuxième description, une perception de la beauté des choses au-delà de tout jugement. Alors ça peut même faire des choses un peu paradoxales. Y a ces gens qui souffrent et toutes ces choses difficiles, mais ce monde est beau, ce qui peut, du point de vue de notre culture et du point de vue de certaines valeurs, sembler très paradoxal. La perception d'une beauté au-delà de tout jugement. La perception d'un flux continu émanant de la réalité. Là, on est plus dans Matrix, quoi. Ah, tout ça est une recombinaison continue d'atomes sans cesse, ou de vibrations, ou d'énergie. Alors, on peut le nommer de plein de façons différentes, avec plein de représentations du monde matériel ou du monde subjectif différentes, mais il y a cette perception qu'il y a un flux continu qui émane de la totalité de la réalité. Et enfin, dernière description de cette expérience d'illumination chez Assagioli, un sentiment d'amour et d'adoration, soudain et subit. Ça peut faire bizarre si on n'était pas dedans juste avant. Un sentiment de joie, de béatitude, un sentiment extatique. Et vous voyez, ça ne nous raconte pas du tout la même chose que les intuitions et les imaginations. On est en train de parler d'une expérience transcendante, en fait, ici. Et encore faudrait-il préciser, transcendante, adjectif, du point de vue de quel auteur. Alors j'enlève cette remarque. Nous sommes en train de parler de ce que Roberto Assagioli appelle illumination. Nous voyons bien que ça semble être une expérience différente de ce qu'il appelle intuition et imagination. Nous avons donc jusqu'ici 3 aspects de ce mode descendant. Quatrième aspect, Assagioli l'appelle une expérience de révélation. À nouveau, subite et soudaine. C'est une prise de conscience et une perception subite de ce qu'est l'être humain et de ce que je suis, de ce que nous sommes. Quelques aspects généraux, un éclairage subit sur toutes les potentialités latentes qu'il y a à l'intérieur de moi, de vous, de nous. Une compréhension de soi et des autres. Alors, la différence, la non-séparation. Une compréhension subite, une sensation subite d'élargissement, d'expansion, de joie, de bonté, d'amour et de gratitude. Et simultanément à cela, donc, dans le même moment, dans cette révélation, surgit l'ombre décrite par Jung, et je vous renvoie à ce que nous avons vu l'année dernière sur le sujet, un profond bouleversement de comprendre ce que je suis vraiment, un profond bouleversement et éventuellement peur, terreur, déprime et désespoir, parce que peut-être que ça ne va pas être réjouissant. Dans cet amour, dans cette gratitude, dans cette bonté, dans cette joie, dans cette expansion, dans cette compréhension de ce que nous sommes vraiment, il se peut qu'il y ait un immense désespoir de voir ce que nous sommes vraiment, ce qui renvoie au paradoxe que je vous ai proposé juste avant, paradoxe cité par certains mystiques dans certaines voies, la souffrance de ce monde est d'une beauté ineffable. C'est une description très difficile à comprendre si nous ne sommes pas dans ce type de mode de conscience. Alors, pour prévenir cette peur, cette déprime et cette désespoir, et nous allons en reparler longuement dans les minutes qui suivent, Assagioli propose de d'abord bien travailler sur l'inconscient inférieur et l'inconscient moyen. Derniers aspects, je vais vous le dire de manière un peu plus rapide, derniers aspects du mode descendant, l'inspiration et la création, et nous en reparlerons la semaine prochaine où nous allons beaucoup parler des enjeux intuitifs et artistiques de l'expérience d'éléments supraconscients. Et le dernier aspect, la sensation d'ultime compréhension. Assagioli dit, en fait, c'est la synthèse des points d'avant, donc de l'intuition, imagination, illumination, révélation, inspiration et création. Les 2 derniers points, on ne les a pas décrits ce soir. Ce qu'il appelle compréhension, c'est la synthèse de tout cela. Et Assagioli dit, cela demande une intégration non erronée.
Parce que Assagioli dit, si on n'a pas compréhension-intégration, alors je vais mettre des mots personnels, ça va complètement se mettre à délirer. Reste à voir quel est le ça dont je parle. D'ailleurs, Assagioli donne 2 exemples. On pourrait interpréter cela comme la sensation d'avoir reçu un ordre que nous devons accomplir. D'ailleurs, il donne un exemple, je ne l'ai pas mis ici. Interprétation erronée, il dit par exemple, Saint François d'Assise reçoit, donc remettons le contexte, hein, Saint François d'Assise, moine chrétien. C'est sa croyance, sa philosophie, c'est donc il est donc dans ce type de représentation du monde pour décrire ce dont il fait expérience. Saint François d'Assise dit « Dieu m'a envoyé un message et il m'a dit « Va restaurer mon église ». Et il y a une petite chapelle en ruine, pas très loin de là. Et Saint François d'Assise commence à essayer de retaper la chapelle, parce qu'on lui a demandé d'aller restaurer l'église. Et Assagioli dit « Voilà un exemple d'interprétation complètement erronée ». Ça ne vous fait pas rire. Alors, l'histoire finit bien parce que Saint François d'Assise a fini par comprendre qu'en fait, non, il s'agissait de peut-être faire une réforme ou d'aller discuter avec ceux qui avaient d'autres points de vue que lui et d'amener son idée pour développer le christianisme, en fait. Voilà l'interprétation qu'il fallait comprendre à la base. Donc, des interprétations erronées. Alors, Saint François d'Assise, ça va, il est quand même dans un cadre, il y a des gens autour de lui, il a des supérieurs, il a des gens avec qui discuter, mais tout seul chez soi, si on a l'impression que Dieu nous dit de faire quelque chose, prêtez attention à cette phrase, si on a vraiment l'impression, la conviction intime que Dieu nous a donné un ordre de nature divine et transcendante, si on n'interprète pas comme il faut, eh bien, je ne vais pas trop développer le sujet, mais je crois qu'il y a des gens actuellement qui pensent recevoir des ordres comme ça et qui font beaucoup de dégâts un peu partout sur la planète. Donc, voilà le genre de choses qui demandent de prêter un peu d'attention à comment nous pouvons interpréter les compréhensions d'expériences du supraconscient. Quelques aspects du mode ascendant. Donc, nous arrêtons ici pour le mode descendant. Nous avons décrit les différents aspects du point de vue d'Assagioli de ce mode descendant, c'est-à-dire du moment où des éléments psychologiques du supraconscient entrent dans notre champ de conscience de manière subite, soudaine, sans prévenir. Et en plus, ils repartent aussi vite qu'ils sont venus. Les aspects du mode ascendant, c'est complètement différent. C'est un autre mode ou un autre moyen d'expérience des éléments supraconscients. Le mode ascendant, c'est un processus lent, c'est un processus long, et c'est un processus impermanent. C'est-à-dire ça va y aller comme ça, quoi. Hein. Si on a cette idée d'un champ de conscience au centre de l'œuvre d'Assagioli et que ça monte, ça va monter et redescendre. Et ça va prendre du temps, ça va saccader, on pourrait dire. Mais il permet une interaction temporaire du moi conscient avec les différents niveaux du supraconscient. Ce qui donne le présupposé qu'il y a différents niveaux dans cette partie de l'inconscient. Alors, les aspects généraux du mode ascendant, les aspects généraux de ce processus, une perception de la signification et du but de la vie, une sensation d'avoir la solution à tous nos problèmes et une immense sécurité intérieure, un sens aigu de l'unité, du beau et de la sainteté de la vie, un courant d'amour pour les autres et pour les créatures. La personnalité devient rayonnante et diffuse le bien-être pour les autres. Des élans de créativité, d'inspiration et de fortes intuitions. Une absence totale de doute, absence totale de peur, absence de pulsions agressives au sens absence d'hostilité et de haine. Oui. Je redis pour la caméra, quelqu'un s'exprime ici, c'est cool, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça a l'air cool. Et je ne sais pas si ça l'est ou pas. Mais malheureusement, le mode ascendant, ça monte et ça redescend. Et c'est là qu'on commence à avoir quelques problèmes. Assagioli appelle ça, c'est de l'alpinisme psychologique. C'est pas moi qui dis ça, c'est dans son article de 1970 qui s'appelle « L'ascension intérieure », article très intéressant issu d'une conférence où il fait le parallèle avec la préparation des alpinistes. S'il y en a parmi vous qui font de l'alpinisme et qui montent vraiment haut dans les montagnes qui sont au perché, alors vous pouvez imaginer ce que ça représente. Sinon, regardez un documentaire sur ceux qui sont allés conquérir l'Himalaya, qui sont revenus avec des bouts de doigts de pied en moins. Et voilà.
L'alpinisme psychologique, comme tu le disais, c'est cool. Et il y a différentes motivations pour aller dans c'est cool, pour aller dans ces niveaux supraconscients. Il y a l'envie de pouvoir, il y a l'envie de fuir le monde tel qu'il est et l'envie de se distraire. Et oui, aussi. Il y a différents types de fascination. La fascination pour l'inconnu, la fascination pour le risque et pour l'aventure. Et dans tout ça, on retrouve certaines choses comme les addictions au sport extrême, les addictions aux drogues opiacées et sérotoninergiques, voilà, différents types d'addictions qui ont en commun fuite, distraction, fascination, enfin, du moins de ce que j'ai pu voir dans mes recherches. Différents types de motivation et bien sûr un dernier type de motivation, une fascination pour le supraconscient lui-même. Assagioli dit c'est une fascination, il dit c'est bien naturel d'être fasciné par ces niveaux, parce que c'est une partie de ce que nous sommes. Mais Assagioli nous dit, toute ascension nécessite une préparation physique et mentale, une carte du chemin, et Assagioli nous dit, pour faire ce chemin, il y a plein d'éléments disponibles, il y a une carte de ce chemin, ça s'appelle les mythes, ça s'appelle les biographies spirituelles, et ça s'appelle les guides spirituels authentiques. Je vous rappelle que nous sommes en 1970, je vous laisse un petit peu vous rappeler du contexte aux États-Unis et en Europe en 1970 sur la notion sur le terme guide spirituel authentique. Et Assagioli dit, je dis bien authentique car beaucoup prétendent être des guides spirituels. Malheureusement, tout comme un faux guide d'alpinisme, il ne pourra pas nous emmener en haut de la montagne. Correspondance intéressante. Et dernière préparation, et pas des moindres, et nous allons en parler maintenant, tout cela nécessite d'avoir d'abord travaillé sur les éléments de l'inconscient inférieur et de l'inconscient moyen. Deux types ou deux catégorisations de l'inconscient dont nous avons parlé dans les 2 semaines passées. Alors pourquoi une telle préparation ? Parce que la voie ascendante, c'est une voie difficile, d'après Assagioli. Je vous rappelle, voie descendante, ces éléments font irruption dans le champ de conscience de manière naturelle. Et je pense que dans la description que nous avons donnée, dans les 7 aspects, vous avez certainement tous retrouvé quelque chose qui vous est arrivé au moins une fois dans votre vie, puisque c'est naturel que ces éléments viennent dans le champ de conscience. La voie ascendante, ça se décide, tout comme on ne se retrouve pas naturellement en haut d'une montagne. Enfin, a priori, en général, on décide d'y aller, surtout quand il n'y a plus de chemin. C'est une voie qui se décide, c'est une voie difficile qui contient différents obstacles. Comme j'ai déjà un peu dépassé le temps que je voulais donner à ces éléments, je vais passer brièvement sur ces différents obstacles et vous pourrez regarder un peu plus en détail dans cette présentation que je vous mettrai en PDF quand nous aurons fini le modèle de cours. Des obstacles avant la voie ascendante. Et en gros, on pourrait appeler ça une crise existentielle. Perte de sens, perte de goût à la vie, perte d'impression de réalité et de cohérence du réel. Sensation d'irréalité qui va donner une agitation compensatoire. Mais cette agitation crée des crises morales qui créent de la culpabilité. Et c'est un cycle. Et ça, Assagioli le décrit comme étant potentiellement comme une crise qui amorce la voie ascendante. Alors, ça fait un propos contradictoire si je le décris comme ça. Parce que je vous disais juste avant, ça se décide. Mais quand je dis ça se décide, et je vous renvoie à ce qu'on a vu dans le premier cours, il y a bien des choses qui décident à l'intérieur de nous, au-delà de ce que moi je décide. Donc, ça est décidé par différents processus à l'intérieur de moi. Voilà la petite précision que je pourrais amener. Des crises pendant l'expérience de connexion avec les éléments supraconscients, en 1931, Assagioli appelle ça des crises pendant l'éveil spirituel. En 1973, il n'utilise plus cette nomenclature. Les crises pendant ces expériences d'ascension au niveau du supraconscient, eh bien, par exemple, la sensation d'une immense intensité. Mais
d'une immense intensité de l'expérience, et l'expérience est tellement intense qu'on peut être complètement débordé physiquement ou émotionnellement. Pendant ces expériences, un risque de confusion des plans. Et Assagioli dit, c'est le fait de mélanger l'absolu avec le relatif, c'est le fait de mélanger ce qui est personnel avec ce qui est impersonnel, ce qui pourrait amener par exemple à dire « mais je suis Dieu ». Et vous êtes tous, moi. Confusion entre le personnel et l'impersonnel. Et je ne prends pas part sur la réalité d'une telle expérience ou l'irréalité d'une telle expérience. On ne peut que le constater comme étant une confusion entre des plans de nature différente. Et une confusion entre ce qui est temporaire et ce qui est permanent, ce qui pourrait donner « je suis arrivé au bout du chemin de la vie humaine, pour toujours ». Alors que malheureusement, Assagioli montre que ce n'est pas le cas. C'est non permanent. Ces épisodes d'ascension dans les dimensions du supraconscient peuvent créer une immense exaltation, une telle exaltation que l'individu va être pris d'un sentiment de grandeur, d'une inflation du « je » qui devient tout, quoi. Et là, on a des risques de fanatisme, on a des risques d'endoctrinement, mais d'avoir besoin d'être endoctriné pour rester dedans, et ça c'est pas moindre comme information, et de vouloir endoctriner les autres, puisque les autres sont soi aussi. Alors c'est le mythe du sauveur qui n'a pas encore complètement travaillé sur lui, etc. Des figures que nous sommes peut-être parfois, et des figures que nous avons rencontrées autour de nous aussi. Et bien sûr un risque évident avec ces expériences de dérive sectaire. Des crises après les expériences d'ascension dans les niveaux du supraconscient, et là, ça picote. Plus dure sera la chute. Alors on a des mythes avec cette histoire de ce qui se passe quand on redescend. C'est un problème bien connu avec les drogues et les addictions. La notion de paradis artificiel qui nous vient du 19e siècle n'y est pas pour rien. C'est le mythe de goûter à l'arbre de connaissance ce qui provoque une chute. Ah mais avant j'avais nulle part d'où tomber. Dommage. Le mythe de la chute évidemment, le mythe de Pandore, le mythe d'Icare, le mythe de Lucifer, l'ange déchu. Alors quelques descriptions chez Assagioli. La pénibilité du retour aux aspects de l'inconscient inférieur et de l'inconscient moyen. Revenu de ces expériences, et nous les avons listées tout à l'heure, comme tu le disais, c'est cool. Revenu de ces expériences, eh bien l'augmentation de l'auto-jugement, de la sévérité, de la rigueur. Mais j'avais compris à un moment qu'en fait tout est beauté, amour, bonté, que tout le monde est gentil, et je commence à retrouver qu'ils sont cons, tous ces gens. Et je ne devrais pas trouver ça. C'est pas bien, Cyril, là, je ne devrais pas penser comme ça. Voilà, autoflagellation, sévérité, rigueur, mais il y a des voies dans lesquelles on s'est dit... Et c'est bien, je vous rappelle, il y a un moment dans certains milieux, je vais pas nommer, dans bien des voies spirituelles, à plein d'endroits sur la planète, on a dit l'autopunition, c'est un antidote à tout ça. Aujourd'hui, on ne dit plus trop ça. D'autres aspects que Assagioli nomme comme étant des crises qui viennent de la redescente du champ de conscient dans son positionnement habituel, eh bien, une opposition violente entre les éléments de l'inconscient inférieur et de l'inconscient supérieur, la sensation que l'inconscient inférieur, que je vous avais proposé il y a 2 semaines comme étant également fait d'un immense élan de vitalité et de combativité, eh bien, l'impression que cet inconscient inférieur devient une menace ou un défi à combattre. Ce qui va donner un immense conflit intérieur. Assagioli dit, ces crises vont amener jusqu'à la négation de l'expérience que nous avons faite du supraconscient, où on va finir par dire « mais non, je me suis leurré », on va finir par avoir du cynisme sur soi-même et une négation de toute expérience chez soi et chez les autres. C'est intéressant, puisque les autres vont nous rappeler ce paradis perdu s'ils l'expérimentent par moment. 4e et avant-dernière étape, dans ce processus d'ascension du champ de conscience et de la personnalité vers les domaines du supraconscient, Assagioli appelle cela le processus de transmutation. Dans ce processus qu'il appelle processus de transmutation, Assagioli propose qu'il va y avoir une alternance continue entre supraconscient, conscience, état habituel, on pourrait dire, ou expérience habituelle. Une alternance de lumière et d'ombre.
Une critique de l'entourage qui va dire « ça n'a pas l'air de te faire du bien, hein, tes expériences pseudo-transcendantes dans lesquelles tu es bien, mais quand t'en reviens, t'es pire ». Une expérience et un cynisme de l'entourage qui génèrent énormément de doutes. Des épreuves à surmonter et la sensation d'une très haute tension nerveuse qui va générer de l'épuisement, des insomnies, de l'irritabilité, des inquiétudes. On va se demander, mais est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou, hein, en fait? D'où la peur de la folie, nous avons parlé tout à l'heure. Assagioli dit, tous ces symptômes s'aggravent si on essaye de forcer le processus. Donc si on essaye de dire « non, allez, je retourne dans l'amour, la bonté et tout, je suis comme ça, lumineux », avec la tension, vous voyez, qui va faire... Non, vous voyez pas. Si, vous voyez. Avec une immense tension, eh bien, Assagioli dit, ça ne va faire qu'aggraver la sensation de tension qui mène à de l'épuisement physique. Et cinquième et dernier obstacle, ou cinquième et dernière difficulté éventuelle qui peut se présenter dans ce processus d'emmener notre champ de conscience, mais nous pourrions dire notre expérience humaine dans les niveaux du supraconscient, Assagioli appelle cela « la nuit obscure de l'âme », en référence à Saint Jean de la Croix. Et là, pour le dire brièvement, c'est le fond du gouffre, quoi. Dans un des textes dont la référence est un peu plus loin, Assagioli dit « c'est ce qui se passe pour la chenille qui se transforme en papillon, mais malheureusement, nous, êtres humains, nous ne possédons pas de cocon. » Oui, parce que pour se transformer, c'est peut-être mieux d'avoir un truc qui protège. Du point de vue de Stan Grof, c'est la fin de la troisième matrice périnatale, c'est l'agonie finale avant de naître. C'est ce que le nourrisson, c'est ce que le presque nourrisson et encore fœtus vit avant sa première respiration et sa première connexion avec la lumière dans les yeux. Alors, quelques descriptions de cette fin de parcours, des obstacles éventuels qui peuvent s'y présenter. Eh bien, un état émotionnel extrêmement déprimé, une sensation de désespoir, une sensation d'être profondément indigne de tout. Autocritique, autocondamnation, la sensation d'être damné, qu'on ne s'en sortira jamais. Sentiment d'impuissance, sentiment d'être dégoûté de tout et incapacité d'agir. Alors, quelques correspondances, eh bien, ce sont par exemple en psychiatrie les dépressions mélancoliques, les dépressions sévères, les psychoses dépressives, je ne suis pas sûr que le terme existe encore aujourd'hui, et quelques mythes, on pourrait en nommer encore beaucoup ici, mais c'est par exemple les attaques, le moment où le Bouddha se fait attaquer par les démons tentateurs juste avant l'éveil, ou l'agonie du Christ en croix qui tombe dans un grand doute et qui pense que Dieu, son Père, ou le supraconscient, je ne sais pas, mais que quelque chose qui le guidait et qui était un repère stable l'a profondément abandonné. Et tout cela nous amène à la fin du processus, éveil spirituel, résurrection, renaissance. Et là, ça ne redescend plus. Et là, c'est cool. Du point de vue psychiatrique, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de pathologie, donc il n'y a plus rien dans la correspondance. Du point de vue de Grof, c'est la quatrième matrice périnatale, naissance et sentiment de libération. Du point de vue des deux mythes que nous avons cités juste avant, c'est l'éveil du Bouddha juste après sa tentation finale et c'est la résurrection du Christ après son agonie. Alors, Assagioli, maintenant que je vous ai donné les caractéristiques générales de la voie ascendante du supraconscient et les obstacles qui peuvent venir dans les différentes étapes pour stabiliser une ascension vers le supraconscient, Assagioli dit « Généralement, le processus est progressif et harmonieux et il y a peu de difficultés. » Alors, je voulais ramener comme lui il le présente, parce que dans son article, moi, quand j'ai étudié ça, je me suis dit, ça a l'air vraiment tendu, hein. Et il finit toute cette description qui a l'air assez terrible en disant, mais en général, tout se passe bien, quoi. Alors, en général, tout se passe bien en 1931. De mes observations et de mes recherches, parce qu'il y a aussi des choses dans mes recherches que je ne vous ramène pas dans les cours, du moins pas pour l'instant, je ne suis pas tout à fait sûr qu'aujourd'hui, tout se passe bien. Et on pourra en discuter dans les mois et les semaines et les années qui viennent.
Première remarque d'Assagioli, généralement, le processus il est progressif et harmonieux et ça va. Deuxième remarque, les difficultés de ce chemin sont moins douloureuses que celles d'une vie normale. Et pourtant, on vient d'y aller un peu fort, là, en termes de description. Eh bien, Assagioli dit, les difficultés d'une vie complètement coupée du supraconscient, c'est pire. Assagioli rappelle, si vous traversez de tels obstacles dans votre développement personnel, spirituel peut-être, je ne sais pas, il rappelle, ce sont des souffrances temporaires qui disparaissent très vite si elles reçoivent un accompagnement approprié. Et nous allons voir dans la 5e partie, dans quelques instants, quel type d'accompagnement on peut donner à toutes ces expériences. Elles disparaissent très vite s'il y a un accompagnement approprié. Alors là, je vais rajouter une remarque personnelle, mais s'il y a un accompagnement qui n'est pas approprié, elles se pérennisent. Et là, on a vraiment de gros problèmes. Enfin, je veux dire, nous, en tant qu'accompagnants, et dans les milieux de l'accompagnement, il y a de gros problèmes. Et enfin, Assagioli dit, quand bien même vous rencontrez ces difficultés, parce que lui, ça lui plaît bien, cette histoire de supraconscient, il dit, toutes ces difficultés sont largement compensées par ces expériences de béatitude, de joie, de paix, d'amour pour les autres, de clarté, de luminosité, d'intuition, de créativité, et j'en passe. Ce qui nous amène à une 5e et dernière partie. Vous avez encore un peu d'énergie pour, je pense qu'on en a pour peut-être 10 ou 15 minutes. Quelles sont d'après Assagioli, les méthodes d'accompagnement, les moyens d'accompagner les différents éléments que nous avons vus aujourd'hui? Et je vous rappelle, Assagioli se place en scientifique, il donne donc des méthodologies héritées de ces expériences de terrain. Donc bien sûr, c'est l'aboutissement de cette présentation, notamment pour ceux qui sont accompagnants ici, de pouvoir, par cette présentation, prendre des pistes d'accompagnement. Je ne prétends pas qu'il s'agisse de méthodes qui marchent à tous les coups, mais si ça vous inspire, je vous invite à étudier le sujet pour voir si ça peut faire sens et si vous pouvez rajouter ça dans votre trousse à outils d'accompagnant. Alors, en premier lieu, l'accompagnement de la voie ascendante, dont nous venons de décrire les différents obstacles. La méthode est très simple. Quatre moyens d'accompagner des individus qui seraient pris dans une telle expérience et dans de tels obstacles. Premier moyen, comprendre cette expérience, interpréter correctement le processus. Alors, le problème, c'est que pour l'interpréter correctement, il faut le connaître. Sinon, ça va être compliqué. Deuxième moyen, donc accompagner pour que l'autre puisse assimiler et intégrer les différents contenus, les différents éléments psychologiques. Assimiler et intégrer d'abord les éléments psychologiques de l'inconscient moyen, assimiler et intégrer les éléments psychologiques de l'inconscient inférieur, et Assagioli appelle ces deux travaux la psychosynthèse. Et nous, on appellerait ça la psychanalyse, la psychothérapie, l'hypnothérapie, la gestalt-thérapie, plein de trucs thérapeutiques. Troisième moyen, il appelle ça la voie morale régénérative, alors au sens de régénérer le moral ou la morale, faut voir. Il dit ça c'est un processus de mort-renaissance. Eh bien il y a de nombreux moyens hypnotiques dans lesquels nous pouvons accompagner des individus dans ce type de processus. Je vous renvoie ici à ce que nous avons vu dans le passé sur l'ensemble des hypnotiques ou l'ensemble des moyens de transformation de la subjectivité. Et dernier aspect, une mise en action par une action intérieure, par exemple le fait de développer du rayonnement, parce qu'on peut quand même utiliser sa volonté pour ces choses-là, et de développer volontairement, intérieurement une action orientée vers le bien des autres. Et une action extérieure, c'est le fait de le faire concrètement, pas juste développer la motivation, mais de passer à l'action. Action extérieure, action de service, action pour aider les autres. Dans le domaine social, par exemple, des actions de rénovation, de création, un grand envie d'amener des choses pour l'art ou pour l'éducation, ça pourrait vous rappeler quelqu'un peut-être, des actions orientées vers le bien-être collectif. Méthodologie d'accompagnement d'une personne prise dans la voie ascendante et ses obstacles, comprendre et intégrer le processus, assimiler, faire ou permettre, accompagner l'autre pour qu'il puisse assimiler et intégrer
ces éléments psychologiques, un processus de mort-renaissance et une mise en action par des actions internes et externes. Là, on a des correspondances sur le premier point, par exemple, avec l'analyse, la psychanalyse, la psychologie analytique, avec la voie Jnana Yoga, qui est une voie de compréhension et de connaissance. Le deuxième et le troisième point sont en lien avec toute la voie alchimique, la voie du Raja Yoga, qui est une voie de transformation, avec la voie du héros, la quête du héros, ou dans les traditions chamaniques, la quête de vision. Le dernier point, la mise en action, nous renvoie aux voies dévotionnelles, Bhakti Yoga, la voie de l'activité, Karma Yoga, dans le bouddhisme, le noble sentier octuple ou les 37 pratiques des bodhisattvas, et dans d'autres écrits et dans d'autres sagesses mondiales et populaires, on pourrait dire par exemple la voie des accords toltèques ou d'autres types d'éléments de cette nature. Assagioli nous propose que ces types d'accompagnement nécessitent de connaître la carte du territoire et des étapes, et il nous dit que cette carte elle est disponible dans les mythes, dans les légendes, dans les contes initiatiques, dans les biographies initiatiques, dans les biographies et les autobiographies spirituelles, et dans les pratiques des voies initiatiques. Quelques exemples. Deux exemples donnés par Assagioli. L'ascension au mont Purgatoire chez Dante, dans la Comédie divine. L'ascension au mont Carmel chez Saint Jean de la Croix. Si vous voulez creuser l'idée d'Assagioli, vous pouvez lire ce dont il s'agit. Quelques exemples que j'ai rajoutés. Le triptyque Enfer, Purgatoire, Paradis, qui peut être vu comme une carte du territoire. Le mythe du Jardin d'Éden, le mythe de l'arbre de la connaissance et de la chute, je l'ai cité tout à l'heure. La mythologie grecque avec le mythe d'Icare, le mythe de Pégase et de Bellérophon qui veut monter sur Pégase pour aller jusque dans les cieux, mais on lui dit de redescendre et plus dur, et la chute avec tout cet orgueil, etc. Évidemment, ce que nous avons vu déjà plusieurs fois dans ces cours, le chamanisme avec l'ascension de la montagne cosmique, la mythologie nordique que nous avions vu il y a 2 semaines avec l'ascension au monde d'Asgard, ou encore le mythe les archétypes imaginaux donnés dans le yoga sur l'ascension de la Kundalini le long de la montagne sacrée intérieure. Quelques approches psychothérapeutiques, imaginales et symboliques, donc quelques démarches qui permettent d'accompagner. Alors là, on pourrait se former à autant de méthodes, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Assagioli en propose par exemple celle de Karl Hapisch. Je crois que ça n'a pas été traduit en français, je n'ai trouvé les sources qu'en allemand, sur la méditation symbolique, le travail de Robert de Swal sur le rêve éveillé dirigé, dont nous allons longuement reparler dans le prochain module, le travail de André Virel sur l'imagerie mentale. Et je vous ai noté quelques exemples depuis le travail de Assagioli, et presque toute cette liste vous renvoie au travail que nous avons vu l'année dernière. Le travail de Leuner, Watkins, Hillman et Steve Gallegos sur l'imaginal, le travail de Stanislas Grof, Bernadette Blin que nous avions reçu ici, John Rowan, Yuri Biekonski, Vladimir Malikov que nous avions reçu ici sur les psychothérapie transpersonnelle, le travail de Claire Graves que nous avions décrit et celui de Wilber à sa suite sur la psychologie et psychothérapie intégrale, le travail de Brian Weiss et le travail de Michael Newton sur l'hypnose dite spirituelle, de régression dans les vies antérieures, etc. Le travail de Don Gibbons en hypnose dite hyper-ampériale, le travail de Michael Arner dont nous avons déjà parlé ici sur le néo-chamanisme, etc., etc., etc. Assagioli nous propose enfin des accompagnements spécifiques aux différentes phases que nous avons nommées tout à l'heure, ces différentes phases que nous pouvons expérimenter dans des expériences d'ascension vers les niveaux supraconscients. Eh bien, dans les crises qui précèdent ces expériences, Assagioli propose de travailler sur ce qui va inspirer la créativité et le spirituel. Dans les étapes qui correspondent à ce qu'on vit quand nous sommes dans ces phases-là, Assagioli propose, ça a l'air très simple, mais une réflexion sur le caractère temporaire éphémère et de ces expériences et sur leur réelle nature. Autrement dit, simplement rappeler à la personne, c'est une expérience et ça n'a rien d'anormal, par contre, ça va s'arrêter. Ce qui permet d'éviter les dégâts de la phase suivante, et dans la phase suivante, la redescente et cette sensation de paradis perdu, Assagioli propose que c'est le bon moment pour pratiquer ce qu'il nomme les exercices de désidentification,
travailler sur le fait que je, qui fait expérience de ce champ de conscience auquel il s'identifie, est néanmoins différencié de ce champ de conscience ou non identifié. Et bien qu'il s'y identifie naturellement, on peut, par un exercice de désidentification, se rendre compte de la différence entre l'entité subjective qui croit faire expérience de tout cela et ce qui est expérimenté. Pendant la phase de processus, Assagioli propose une méthodologie en 5 points. Bien sûr, la phase de processus est la phase qui va prendre qui va demander le plus de travail. Une méthodologie claire en 5 points sur ce processus, éclairer l'individu sur ce qui est en train de lui arriver, lui apprendre comment dominer les éléments de l'inconscient inférieur sans les refouler. 3e point, lui apprendre à transmuer ou sublimer les énergies du supraconscient. 4e point, l'aider à maintenir l'afflux des éléments du supraconscient et à les utiliser, on pourrait dire les canaliser et savoir s'en servir. Dernier point, il propose que l'accompagnant guide et coopère à la reconstruction de la personnalité. Et c'est une nouvelle psychosynthèse qu'il appelle la psychosynthèse transpersonnelle. Pour résumer, la façon dont Assagioli propose un accompagnement pour cette phase de processus, pour cette phase d'alternance entre l'expérience de niveau supraconscient et des expériences du niveau moyen, nous pourrions appeler des états de conscience plus ordinaires, informer l'individu sur sa situation, lui apprendre à travailler sur les éléments de l'inconscient inférieur, lui apprendre à travailler avec les éléments de l'inconscient supérieur, lui apprendre comment les canaliser et les utiliser, et l'aider à reconstruire une nouvelle version de l'identité. Et pour la dernière phase, éventuelle, la phrase difficile, Assagioli dit « il n'y a rien à faire ». Il faut juste se rappeler que ça va passer. 3 types d'accompagnement du point de vue d'Assagioli, du point de vue des 3 types d'élargissement du champ de conscience dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Un élargissement du champ de conscience dans l'inconscient inférieur, dans les instincts, dans les pulsions, dans les tendances passées héritées. Un élargissement du champ de conscience dans l'inconscient moyen, la sensation d'avoir plus de possibilités d'être en lien avec nos perceptions sensibles et nos processus mentaux et cognitifs. Et Assagioli dit que pour ces 2 premiers types d'élargissement de conscience, il y a un type d'accompagnement que lui appelle la psychosynthèse personnelle. On pourrait aussi dire la psychothérapie, on pourrait aussi dire qu'il y a les voies psychanalytiques et la psychologie analytique dans ces types d'expériences de l'élargissement du champ de conscience. Il dit c'est ces expériences d'élargissement du champ de conscience, ces expériences de prendre conscience d'éléments qui jusqu'ici nous étaient cachés, dans l'inconscient inférieur et dans l'inconscient moyen, il dit ces mots sont de nature régressive. Et nous en avons déjà parlé, en effet, c'est toujours lié à des éléments passés. Et Assagioli dit il y a un autre type d'élargissement du champ de conscience, c'est celui dont nous venons de parler pendant 1h15, un élargissement du champ de conscience en direction du supraconscient. Et Assagioli dit ces types de mots sont de nature progressive. Le point clé ici, c'est que Assagioli dit que pour les types régressifs, les accompagnements qu'il y a avant lui, en 1913, ça marche. Mais que pour les autres types de mots, pour les expériences d'éléments supraconscients, ces accompagnements ne sont pas valides. Et c'est un point clé pour aller vers l'aboutissement de ce cours. C'est un point clé, c'est que les techniques d'accompagnement spécifiques à ce qu'on appelle l'inconscient freudien, par exemple, avec le ça, le surmoi, l'idéal du moi, etc. Et pour les éléments qui sont spécifiques à l'inconscient moyen, par exemple, le jeu de relations avec les autres, etc. Je vous renvoie au cours de la semaine dernière pour ça. Les approches thérapeutiques qui précèdent du moins 1973, valides pour ces types d'expériences, ne sont pas valides pour les expériences du supraconscient. Et c'est un problème. Alors Stanislav Grof a continué ce travail. On trouve un peu Assagioli dans la biographie de Stan Grof. Il en parle pourtant assez peu, mais Assagioli a continué ce travail. Je l'ai noté ici.
Et Stanislas Grof critique fortement la psychiatrie classique parce qu'il indique que ces traitements de premier type, pour l'inconscient inférieur et l'inconscient moyen, risquent d'enfermer l'individu en processus avec l'inconscient supérieur dans les phases en cours, dans des phases d'exaltation, on pourrait dire des phases maniaques, dans des phases dépressives, l'impression d'un paradis perdu, des phases de déprime sévère, de dépression sévère et de désespoir, dans des phases de démantèlement de l'identité. Assagioli et Stan Grof, deux chercheurs en psychiatrie qui ont étudié ce qu'on appelle les états de conscience modifiés par leur phénoménologie avec des méthodologies de recherche, les deux attirent notre attention sur le fait que ce qui se passe dans l'inconscient inférieur et dans l'inconscient moyen ne peut pas être pris en charge dans l'accompagnement de la même façon que ce qui se passe pour l'inconscient supérieur. Assagioli nous dit, et parfois les types de mots régressifs et progressifs peuvent être mélangés. Il dit, mais la plupart du temps, mon expérience montre que, comment il dit ça ? La plupart du temps, il s'agit soit de l'un, soit de l'autre. Et il est très important que les accompagnants possèdent une double connaissance de l'esprit, l'esprit inférieur et moyen du point de vue d'Assagioli, l'esprit supérieur à l'expérience que l'on puisse en faire. Il est important du point de vue d'Assagioli que les accompagnants aient cette double connaissance de l'esprit pour pouvoir accompagner les individus de la manière qui leur est adéquate. Pour rappel, c'est aussi une des conclusions de Milton Erickson avec ses racines psychologiques, avec ses racines chamaniques, avec ses racines dans cette terre profondément chrétienne qu'était l'Arizona du début du XXe siècle. C'était aussi une des conclusions de Milton Erickson de s'adapter à l'individu, aux grilles de lecture de l'individu, de ne jamais prendre part sur ce que l'individu est en train de donner, mais de travailler avec son code pour augmenter un processus dans quelque chose, une subjectivité humaine qui naturellement, quand on regarde ce qu'il y a en dessous des difficultés, s'auto-oriente vers le bien-être. Alors, on peut voir différentes correspondances entre Assagioli et Milton Erickson et on reprendra le temps de parler de cela la semaine prochaine à propos du supraconscient. Le point clé sur lequel je voulais conclure aujourd'hui est l'avertissement de Assagioli. L'accompagnement nécessite une double connaissance des différents niveaux de l'esprit. On va arrêter là pour ce soir et je vous remercie de votre attention.